Nous sommes l'univers qui s'observe lui-même à travers notre corps. Notre esprit a un tel pouvoir qu'il crée la réalité. Et si depuis toujours vous étiez seul, et que tout ce que vous voyez et vivez n'était en réalité que le fruit de votre âme? Si je vous dis cela, c'est parce que les scientifiques sont aujourd'hui unanimes. La conscience est un champ d'information vibratoire, et la réalité en est sa forme structurée. En 1801, une expérience confirma cette vision, celle des doubles fentes de Young. Dans cette expérience, les physiciens ont tenté de mesurer une particule, mais ils se sont rendus compte que le simple fait de l'observer en la mesurant est justement ce qui forme cette particule. Pour être clair, la particule de matière n'a en réalité pas de forme précise avant d'être observée. Elle est une onde. Et c'est l'acte même de l'observer qui transforme cette onde en particule de matière. Ils se sont alors rendus compte que la matière est en fait de l'information, soit une onde, et que c'est la conscience de l'observateur qui structure cette vibration pour lui donner une forme, ou pour dire avec des mots clairs, que c'est l'observateur qui crée la réalité observée. C'est là que Niels Bohr, l'un des plus grands physiciens quantiques, a affirmé « Nous ne mesurons pas le monde, nous le créons ». Commençons donc par la première expérience, celle des doubles fentes de Young, afin de bien la comprendre. Les doubles fentes de Young fut donc une expérience réalisée par Thomas Young en 1801. L'origine de cette expérience repose sur une question que Thomas se posait, et celle-ci fut de se demander si la lumière était une onde, comme le son, ou une particule, comme une petite bille, car c'était une question majeure à cette époque. Alors, Thomas a réalisé un dispositif simple dans lequel il place une plaque opaque, ayant deux fentes face à un mur, et une lumière qui projette à travers ces deux fentes. En faisant cela, Thomas se rend compte que la lumière passe par les deux fentes en même temps, et cela crée une sorte de motif spécial appelé interférence. Mais ce qui est vraiment intéressant est ce qui suit. En fait, il a par la suite commencé à vouloir regarder avec un appareil quelle ouverture la lumière prend, et tout à coup, elle arrête ce motif de vague et choisit une seule ouverture, comme si elle savait qu'on la regarde. C'est là que Thomas a compris que la lumière était à la fois une onde, mais également une particule. Mais alors, une grande question a émergé, et celle-ci fut « Qu'est-ce qui provoque ce changement d'état d'onde à particule? Est-ce l'observateur ?» C'est ici qu'une seconde expérience a marqué une nouvelle ère, celle de la dualité onde-particule. Celle-ci fut menée par Louis de Broglie dans les années 1924, et elle a changé le monde. À cette époque, beaucoup pensaient que les choses étaient soit des particules, soit des ondes. Une particule, c'est un objet bien défini, comme une petite bille. Et une onde, c'est une vibration qui se propage, comme les vagues dans l'eau ou le son dans l'air. Mais là, les scientifiques ont découvert que la lumière, ou encore les électrons, soit les briques élémentaires qui structurent les atomes, et tout dans l'univers, étaient en fait les deux à la fois. C'est-à-dire qu'en voulant observer le comportement de ces, soi-disant, particules, ou ondes, ils se sont en fait rendus compte que leur état dépendait de la façon dont on les observe. En bref, sans observateur, la lumière et les électrons se comportaient comme une onde, une vague se propageant à l'infini, mais lorsqu'on ajoute un observateur, alors la lumière et l'électron adoptent une forme de particule et se trouvent alors à un endroit précis. C'est ce que les physiciens ont appelé un effondrement de la fonction d'onde, qui se traduit par le fait que l'ajout d'un observateur est ce qui engendre ce changement d'état, faisant passer l'onde, soit l'information, sous forme de particules, soit de matière. Alors, ils ont compris que l'observateur de la réalité est celui qui engendre sa création, ou plus précisément, sa forme. C'est là qu'on commence à entrer dans de grandes questions existentielles, mais également de grands bouleversements au sujet de ce que les gens croyaient savoir. Cela vient bouleverser ce que beaucoup croyaient vrai, alors cela a fait beaucoup de bruit. Mais alors, c'est ici que tous les plus grands physiciens se sont réunis, tels que Niels Bohr et Werner Heisenberg, pour donner naissance à l'interprétation de Copenhague. Formulée en 1927 lors de discussions à Copenhague, au Danemark, les physiciens expliquent qu'en réalité, la particule de matière elle-même n'a pas de propriété définie tant qu'elle n'est pas observée. Ici, ils sont clairs, la réalité tout entière est un vaste champ d'énergie, d'informations non structurées qu'on appelle le champ des possibles. Et la conscience humaine est fondue dans ce champ. La conscience est ce qu'on appelle l'observateur. Et c'est cette observation qui fait s'effondrer ce champ d'informations pour former la réalité,
En bref, les physiciens sont unanimes, tout n'est que vibration. Seulement, la matière est une forme dense de vibration. Ainsi, Werner Heisenberg conclut avec une phrase qui marqua les esprits à jamais. L'observateur ne peut être séparé de ceux qui l'observent. Sans observateur, pas de réalité à observer. Mais comme vous vous en doutez, cette révélation a fait énormément de bruit et suscité énormément de questions. Alors, de là est né le plus grand paradoxe de l'histoire, mis en avant par Erwin Schrödinger en 1935. Celui-ci n'est d'autre que l'expérience de pensée du chat de Schrödinger. Dans celle-ci, Erwin imagine un chat enfermé dans une boîte, dans laquelle se trouve un mécanisme relié à un atome radioactif. Si cet atome se désintègre, il déclenche un dispositif qui libère un poison, tuant le chat. Si l'atome reste intact, rien ne se passe, et le chat reste en vie. Ainsi, pour lui, tant qu'on ne regarde pas ce qui se passe dans la boîte, l'atome est à la fois désintégré et intact en même temps. C'est ce qu'on appelle la superposition des états. Et puisque la vie ou la mort du chat dépend de cet atome, cela veut dire que tant qu'on n'observe pas, le chat est aussi dans une superposition d'états, à la fois mort et vivant. Ce n'est que lorsqu'on ouvre la boîte, donc qu'on observe, qu'on force le système à choisir une option bien précise. Soit l'atome s'est désintégré et le chat est mort, soit l'atome est resté intact et le chat est vivant. En bref, dans cette vision-là, le résultat n'existe pas avant qu'on observe. Ce paradoxe a ainsi suscité une infinité de questions. D'une part, certains se sont dit que cela était absurde, qu'un chat ne peut pas être à la fois mort et vivant, et c'était d'ailleurs tout le but de ce paradoxe. D'autres se sont également dit « Mais si l'acte d'observer est ce qui crée la réalité, alors pourquoi quand je ferme les yeux je ne traverse pas les murs ?» Et c'est là que fut alors faite l'une des plus grandes révélations de l'histoire. Qu'est-ce que réellement l'observateur et qui est-il? Et là, c'est un dossier déclassifié de la CIA, intitulé « Analyse et évaluation du processus Gateway », dans lequel Niels Bohr a également œuvré, qui nous éclaire totalement. Ce dossier, réalisé en 1983 et déclassifié en 2003, a eu pour but de tout démystifier et expliquer sur la réalité tout entière. Ce dossier complet est disponible gratuitement en français sur mon Académie d'entrepreneurs motivés. Il est assez long mais très explicatif, et je vous recommande de le lire pour ceux qui veulent réellement l'explication détaillée. Mais pour vous résumer cela, ce dossier vient en fait prouver qu'il n'y a qu'une seule conscience, un seul esprit, une seule dimension, que l'on nomme l'absolu. C'est un unique champ qui englobe tout. Il est la somme de toute chose, de toute substance et de toute vie, et c'est ce qu'on appelle l'âme. C'est en fait l'unité de tout, ça inclut tout. Tout est contenu dans cette unique dimension. Ainsi, l'univers est un champ des possibles, un champ d'information infini qu'on peut appeler la source. Et l'esprit de l'homme, par le processus de la conscience, pulse constamment l'information de son être par la vibration dans ce champ infini. Puis, l'information lui revient, et cette variation de fréquence détermine la réalité. Pour l'expliquer simplement, cela veut dire que la conscience perçoit à travers elle-même, et voit et vit ainsi ce qu'elle est. Le dossier met également en avant le fait donc que la conscience est ce qui structure le corps humain, notre cerveau ainsi que l'univers tout entier. Ainsi, le corps humain représente en fait qu'une partie de l'âme elle-même, son véhicule. Et l'univers représente l'âme elle-même. Ainsi, le corps humain est l'image de l'esprit, la façon dont l'esprit se perçoit. Et ce que cela signifie est que le corps humain n'a donc aucune limite, aucune contrainte. Il a simplement les capacités que l'âme voit d'elle, et il en est de même pour la réalité tout entière. Suite à tout cela, l'inventeur du microprocesseur Federico Fagin et le physicien Giacomo Mauro d'Ariano ont mis en avant la plus grande révélation jamais faite, le panpsychisme quantique. Celui-ci fut tout simplement le bouquet final. Ils expliquent en détail que la conscience est tout simplement ce champ quantique auto-créateur, capable de se ralentir elle-même pour se structurer et former la réalité. En bref, la conscience est unique, un champ d'information quantique, et l'homme est ce champ d'information que l'on nomme l'âme. L'âme s'autostructure elle-même, en s'observant, et forme ainsi un corps humain, comme un véhicule pour agir avec elle-même. Elle est le créateur et la création, le véhicule et le cadre, le joueur et le concepteur.
Ainsi, pour en revenir à ce fameux questionnement du chat de Schrödinger, vous comprendrez que ce n'est pas l'acte d'observer par l'œil, mais l'esprit, par ce que nous sommes. Avant même que j'ai pensé, j'ai répondu. En fait, avant même de penser, nous vivons. L'esprit précède la pensée, et l'esprit crée la réalité. C'est pour cela qu'il s'agit de comprendre que ce n'est pas la simple pensée qui crée la réalité, d'où le fait qu'en fermant les yeux et pensant à rien, on ne traverse pas un mur, ni une porte, ou qu'on ne manifeste pas un objet instantanément. Non, en fait, c'est le fait d'être totalement conscient de cette vérité qui change tout. En fait, je vais vous expliquer bien en détail, vous allez comprendre, et voir que c'est relativement simple. En fait, comme dit, c'est la vibration de votre esprit qui structure la réalité, par résonance vibratoire. C'est comme si votre esprit respirait, faisant ce mouvement de va-et-vient, et que cette onde structurait la réalité ainsi. Mais alors, par quoi cette vibration est-elle déterminée? Et comment atteindre la meilleure vibration, celle qui donne la meilleure réalité? Eh bien, comme dit, l'observateur, donc vous vous observez vous-même et auto-créez. Ainsi, seul vous pouvez changer votre vie. Comment cela se passe-t-il donc? Eh bien, par le changement de paradigme. Le paradigme représente le modèle que vous avez de la réalité, soit la façon dont vous percevez le monde. Par exemple, un homme n'ayant pas connaissance qu'il est illimité peut avoir donné forme à un corps limité, soumis à marcher par exemple. Un homme s'étant perçu comme séparé de l'univers peut avoir créé une illusion de besoin, faisant qu'il prend de dehors pour amener vers son centre. Un homme s'étant perçu comme mortel peut avoir imaginé la mort. Ou bien, une personne ayant oublié quelle est la santé éternelle peut avoir inventé la maladie. Les propres cellules du corps humain sont ointes, donc de nature parfaite, de même substance que l'univers, soit donc de l'information. Et l'information ne meurt jamais, donc les cellules aussi, enfin la matière de manière générale. C'est pour cela que Lavoisier disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Ainsi, n'attendez pas une autre vie pour vous transformer, vous n'en avez qu'une. Une vie éternelle, certes, mais une. Alors, c'est maintenant que le changement se passe, car, sachant désormais ce que vous savez, personne d'autre que vous ne peut faire ce travail. Alors, pour créer une nouvelle réalité, il s'agit donc de projeter un nouveau paradigme. De même que la chenille projette le papillon et le manifeste, il en va de même pour l'homme avec Dieu. Je sais que le mot « Dieu » a souvent été associé à ce qu'il n'est pas. J'aimerais aujourd'hui qu'on éclaire ce mot. Le terme « Dieu » représente simplement le principe unique. De même qu'un principe mathématique, l'homme le perçoit et l'utilise. De même, Dieu représente le principe d'unité, la somme de toute substance, de toute connaissance et de toute vie. C'est tout simplement l'amour, et plus précisément, le sentiment d'unité. Si vous avez déjà fait une EMI, ou une méditation poussée, le sentiment d'unité est juste cet état de conscience qu'il s'agit d'atteindre, c'est l'état de conscience éveillé. Il représente l'état de conscience ultime, d'où le terme « Dieu », car c'est l'état de conscience dans lequel l'homme se souvient qu'il est Dieu. Soit donc qu'il est l'âme ou l'esprit unique. Dans cet état, l'âme prend ainsi conscience du « je suis », qu'elle est ce qu'elle est, et ce réveil spirituel finalement est la prise de conscience de l'univers lui-même. C'est l'univers conscient de lui-même, l'homme conscient qu'il est Dieu, l'âme consciente d'elle-même tout simplement. Et cela se fait donc ici, sur Terre, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autres endroits. En clair, l'homme est l'esprit vivant dans l'esprit, et la vie sur Terre est juste la façon dont l'esprit se perçoit. C'est donc ici qu'il s'agit de manifester ce que vous avez en tête ou les possibilités que vous voyez. Et donc, en sachant cela, c'est ici qu'on projette un nouveau paradigme, le paradigme divin. J'utilise le terme divin, mais cela signifie tout simplement le paradigme illimité. En fait, cela représente de projeter l'idéal d'être Dieu, comme la chenille pourrait le faire avec le papillon, afin de transmuter votre état d'esprit à cet état divin. Et comme votre corps, ainsi que votre réalité se structure par votre âme, une âme consciente qu'elle est Dieu, donne forme à un corps divin et une réalité divine. Cette transmutation mentale se fait donc intérieurement, c'est-à-dire en esprit, mais également dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il s'agit d'être conscient de cela, mais aussi d'agir en conséquence dans votre vie. Et c'est justement le but. Avoir l'esprit de Dieu,
mais aussi la vie.